Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. France Asso Santé dénonce des cas de maltraitance gynécologique et obstétricale au pôle mère-enfant de l'hôpital de Cayenne. Dans un communiqué, l'organisation dénonce des cas de violence mais aussi des actes sexistes que l'on vous explique ce soir. Le fléau des dépôts sauvages d'ordures, loin d'être un épiphénomène en Guyane. En plus des particuliers, des professionnels se livrent à ce type d'infraction. Les habitants de la crique de Flot à Matoury ont eu la mauvaise surprise de voir un entassement de vieux appareils électroménagers dans leur secteur. Football avec la rencontre cruciale entre les Yanadoko ce soir face à Saint-Kitts. Si la Guyane s'impose, elle participera pour la deuxième fois de son histoire à la Gold Cup. Coup d'envoi à 22h tout à l'heure, donc nous avons suivi la dernière journée de préparation. L'association France Asso Santé Guyane alerte sur des cas de maltraitance lors de la prise en charge de femmes au centre hospitalier de Cayenne. 10 patientes dénoncent des situations traumatisantes qu'elles ont vécues au sein du pôle mère-enfant. Certaines de ces femmes ont même déposé plainte. Le point avec Justine Elgouache et Clotilde Séraphin-Georges. Dans les locaux de France Asso Santé Guyane, nous rencontrons cette jeune femme de 31 ans. Nous l'appellerons Fiona. Cette mère de famille de 3 enfants a perdu son bébé après avoir accouché au centre hospitalier de Cayenne. La jeune femme a été suivie tout au long de sa grossesse. L'enfant se présente par le siège. L'accouchement est prévu par césarienne. Nous avons fait lire ses propos pour protéger son anonymat. Quand on m'a dit de pousser, du coup c'était le bras du bébé. Une autre dame est arrivée. Elle a poussé le bras du bébé au fond du vagin et le docteur est arrivé. Il a dit « Vous êtes bête ou quoi ?» On m'a dit que c'était un bébé en siège, mais là c'est une césarienne. La dame est en danger. Du coup, il est parti avec moi en salle pour accoucher. Le bébé est né à l'âge de 7 mois et demi et pèse 3 kilos. Les soignants expliquent à Fiona que sa petite fille présente un problème respiratoire et doit rester sous surveillance à l'hôpital. 5 jours plus tard, la mère de famille apprend que l'enfant ne survivra pas. Une dame m'a donné le compte-rendu et elle m'a dit « Vous avez rendez-vous avec les gens qui se sont occupés de votre accouchement. On va vous appeler à 10h. » Jusqu'à maintenant, aucun message, ni du directeur, ni des autres qui étaient là pour moi le jour de mon accouchement. Ce témoignage recueilli par l'association France Asso Santé fait partie d'une liste de 10 femmes qui ont relaté ces 9 derniers mois des cas de maltraitance au sein du pôle femmes-enfants de l'hôpital de Cayenne. On a des professionnels extérieurs à l'hôpital de Cayenne qui suivent ces femmes à la sortie d'hospitalisation qui, eux aussi, ont sonné la sonnette d'alarme auprès de la direction de l'hôpital pour dire voilà, on récupère des femmes en sortie d'hospitalisation dans un état de traumatisme assez important, pour certaines avec vraiment des dépressions assez graves. Donc voilà, qui mettent en danger leur santé mentale et leur santé physique. À ce jour, sur les 10 femmes suivies par l'association, aucune d'entre elles n'a reçu de réponse du centre hospitalier de Cayenne ou encore de l'agence régionale de santé pour leur permettre de se reconstruire. Le pasteur d'une église évangélique de Balata à Matoury, condamné pour viol par la cour criminelle de Guyane, âgé de 69 ans, Marcel Portos a écopé de 10 ans de réclusion pour le viol de 4 filles, dont une mineure de moins de 15 ans. Autre affaire, l'affaire d'Elana Alexander, renvoyée en novembre 2024. L'infirmière libérale farouche opposante à l'obligation vaccinale et au pass sanitaire est poursuivie pour entrave à la circulation et manifestation illégale. Les faits remontent au 13 septembre 2021 lors d'une mobilisation de la caravane de la liberté en soutien aux soignants pendant la crise Covid sur le pont du Larivot. Le tribunal correctionnel de Cayenne a donc préféré ajourner ce dossier à l'année prochaine. À la réaction d'Elana Alexander au micro de Patrick Clark et Sifiane Dei. C'est jouer avec la vie des gens, reporter des affaires à l'infini sous prétexte qu'ils ne sont pas prêts et pas préparés. Mon avocat vient du barreau de la Guadeloupe, donc elle a pris l'avion hier spécialement pour ça. Et là, on se retrouve avec une affaire envoyée à pratiquement 1 an et demi, 2 ans, voire. Donc non, pas satisfaite du tout.
On pensait le conflit terminé, mais la grève a repris au sein de la société, la cimenterie Argos, laissant craindre donc un nouvel arrêt de nombreux chantiers de construction sur le territoire. Gary de la Rosa, le directeur général de la société, est actuellement en Guyane. Il a rencontré les salariés. La demande d'une expertise externe de ces derniers a mis en lumière des événements récents. Alors les salariés de l'entreprise demandent le départ du directeur. On écoute les explications de Nicolas Froment, responsable maintenance au sein de l'entreprise Argos. Il est au micro de Clotilde Séraphin-Georges. Entre les communiqués radio et télé, il n'a pas su rassurer la population et les salariés. Donc là encore, on a vu les compétences dans la gestion de la personne, de lui-même. Donc il n'a pas réussi à nous rassurer et on s'est vu face à une direction difficile à manœuvrer qui nous empêche de voir l'avenir de notre usine. Donc du coup, avec la venue du président du groupe, nous avons demandé le départ de la direction. Et la situation semble donc au point mort. La direction n'a souhaité s'exprimer que par voie de communiqué. Elle se dit ce soir ouverte à la reprise des discussions. Le député Jean-Victor Castor s'est exprimé aujourd'hui à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement. Il a interpellé l'exécutif sur la question foncière. 95% du foncier guyanais appartient à l'État et 91% est en zone protégée. On l'écoute, suivi de la réponse de la secrétaire d'État chargée de l'écologie. L'INSEE annonce un doublement de la population guyanaise d'ici 2050. Il faut donc bâtir ce pays Guyane en tenant compte de son environnement exceptionnel et de ses réalités. La mise sous cloche au nom d'une vision parisienne de la protection de l'environnement est totalement irresponsable et laisse place au chaos. Déforestation anarchique, pillage des ressources, pollution des sols et des rivières, multiplication des squats. L'empilement des mesures toujours plus drastiques se traduit par une insécurité législative et administrative qui empêche tout développement endogène et constitue le terreau de crise sociale. Oui, il y a un point d'équilibre à trouver entre la protection de l'environnement et le développement. Mais il ne peut pas être décrété et imposé depuis Paris. Monsieur le ministre, pour aménager son territoire, la Guyane attend la restitution totale du foncier aux acteurs locaux, le désenclavement routier, la fin des blocages administratifs. Que répondez-vous aux Guyanais ? Réduire la protection de la biodiversité à une contrainte est un raccourci que je déplore. La nature est aussi une chance. Elle apporte des services écosystémiques importants aux communautés locales. Par exemple, le parc amazonien de Guyane, en participant activement à la lutte contre l'orpaillage illégal, contribue à la protection de la santé des populations. Vous le savez, monsieur le député, mieux que personne, le taux de mercure supérieur est à la norme OMS chez plus de 70% des enfants amérindiens de Haut-Maroni. Lutter contre l'orpaillage et la déforestation illégale qui conduisent à des pollutions majeures, c'est donc aussi se préoccuper de la santé des Guyanais. Mais vous avez raison, néanmoins, il faut s'adapter. Il y a des équilibres à trouver. Nous regardons si des adaptations des règles de protection de l'environnement sont possibles pour tenir compte des spécificités locales qui sont importantes, ce que permet l'article 73 de la Constitution. Ainsi, dans le cadre du CIOM, nous proposerons des simplifications pour faciliter l'aménagement de la Guyane. Je peux donc vous rassurer, monsieur le député, quant à notre souci de concilier sans ambiguïté protection de l'environnement, bien sûr, et le développement de l'activité en Guyane. Et si l'aménagement du territoire englobe la protection de l'environnement, cela concerne aussi la problématique de la gestion des déchets. Parmi les fléaux en Guyane, il y a les dépôts sauvages. Mais vous allez le voir, les incivilités demeurent malgré les efforts de la CACL en matière de collecte sur son territoire. Le reportage de Guillaume Perrault et Sifiane Dei. Crique de Flot, un riverain excédé fait part de son indignation. L'endroit est utilisé presque chaque week-end comme dépôt sauvage. S'il vous plaît, monsieur le maire, s'il vous plaît, les autorités compétentes, vous avez la preuve là. Face au désagrément, le riverain a porté plainte. Nous avons rencontré le gérant du magasin, incriminé dans la vidéo. Il nous explique être victime de vol. Et nous sommes ici derrière le magasin en question. La benne que vous voyez à côté de moi est remplie de produits électroménagers qui ne fonctionnent plus. Cette benne est vidée toutes les semaines, direction le circuit de traitement des déchets. Les télés qui ne fonctionnent plus sont cassées, ce qui n'empêche pas les vols. Des vols récurrents, affirme le gérant du magasin installé ici depuis 35 ans.
En Guyane, les dépôts sauvages sont un fléau. Cette carte interactive et participative de Guyane Nature Environnement recense près de 342 dépotoirs. Sur le territoire du centre littoral, la collecte est une compétence de la CACL. À Cayenne, malgré un calendrier de passage resté le même depuis des années, Jean-Marc et ses collègues constatent depuis 22 ans une incivilité croissante et quotidienne. Juste maintenant, ils n'ont pas le respect envers nous. Par exemple, on fait un travail vite fait là. À peine on va plus loin, comme on retourne, ils se permettent à remettre. Et comme on leur dit comme ça que d'attendre le jour pour remettre, ils nous envoient à la balance là. Sur le territoire de la CACL, plusieurs voiries sont étroites, privées, inaccessibles ou non carrossables. Elles ne permettent pas l'accès des camions. Mais est-ce normal de retrouver des ordures ménagères et autres déchets au pied des points de collecte? Le ramassage des ordures au grappin, on est censé passer une fois par mois. Et par exemple, sur ce secteur-là, on passe chaque semaine. Donc c'est du plus. On met des bacs régulièrement, des bacs neufs. On essaye de les trouer pour ne pas qu'ils soient volés. Mais ils sont volés régulièrement. Donc voilà, oui, c'est surtout l'incivilité, les incivilités qui font qu'on se retrouve avec des situations comme ça. Récurrent également, des artisans, jobbers et professionnels qui déposent leurs déchets un peu partout. Tout ceci a un coût pour la collectivité, environ 7 millions d'euros. La collecte des points difficiles, 75 points, est une collecte qui est perturbante pour la qualité du service. Mais c'est aussi pour atteindre une bonne qualité de service que nous avons augmenté le nombre de fréquences sur ces points difficiles. Si vous constatez ou vous êtes témoin de dépôts sauvages, le service collecte de la CACL vous invite à prendre des photos et de les transmettre à la police municipale de votre commune. La mairie est responsable de la propreté urbaine. La rotation du bac La Gabrielle à Saint-Laurent-du-Maroni a repris aujourd'hui avec l'intervention de pompage du caisson flottant assuré par les autorités surinamaises. Le ponton côté Suriname, donc à Albina, est à nouveau praticable par le bac. Une surveillance est tout de même en place pour assurer les conditions de sécurité. On lève l'ancre direction la Caraïbe avec la polémique du moment en Martinique. 6 monuments aux morts ont été dégradés le 18 juin dernier dans le cadre de la commémoration de l'appel du général de Gaulle en 1840. En pleine Seconde Guerre mondiale, ces monuments ont été profanés avec de la peinture rouge. Le reportage de Cyriaque Sommier et William Zebina. Je ne vois pas le message, je ne comprends pas. Quel est l'intérêt de dégrader un monument qui représente quand même nos aînés qui ont travaillé, qui ont risqué leur vie, qui ont perdu leur vie aussi pour nous. Donc sincèrement, j'ai pas de mots, je ne comprends pas. L'incompréhension est effectivement totale à Rivière-Salée, mais aussi à Fort-de-France, Ducos, Rivière-Pilote, Trois-Îlets ou encore Sainte-Luce. Alors même que partout en France, des hommages étaient rendus à ceux qui ont combattu le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale, la mémoire de nos dissidents était souillée à coups de jets de peinture rouge. Dans la rue, personne ne parvient à s'expliquer ce geste. Ah ben imbécile qu'il a. Ça par rapport à ces bougas pièces là, ça par rapport à ça. Elle a peine fait ça. Cherche un bain depuis important. Si vous voulez devenir autonome, devenir indépendant, c'est pas une manière de manifester. L'histoire, elle continue. Aller casser des monuments, ce n'est pas normal et je pense que ces gens-là, ils sont pas bien dans leur tête. Je ne comprends pas du tout, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je trouve que c'est ridicule en fait. La situation n'apparaît pas beaucoup plus claire aux yeux des historiens et chercheurs. Afin d'éviter que cela ne se reproduise, certains estiment qu'il faut impérativement parvenir à mieux diffuser le savoir dans toutes les couches de la société martiniquaise. Parce que la première prévention, c'est l'éducation, la formation, la connaissance. Parce qu'on ne peut pas effectivement cracher sur des lieux de mémoire qui ont été construits par la société pour lutter contre l'oubli, parce qu'effectivement ces monuments sont historiques. Il y en a d'autres, les cimetières militaires, les bibliothèques, les musées. Et les lieux de mémoire, c'est effectivement des instruments qui sont là pour rappeler quelque chose d'important. Une enquête est ouverte pour tenter de confondre les auteurs de ces actes de vandalisme. Les maires appellent de leur côté les autorités à faire preuve de la plus grande fermeté dans la réponse judiciaire qui sera donnée à cette affaire, qualifiée d'insulte à la mémoire des Martiniquais.
Ce sont des hommes ou des femmes qui ont vécu dans la ville. Donc nous sommes sur des commémorations qui visent les familles dans la proximité de la ville, dans le cœur de la ville. Ceux et celles que j'ai rencontrés ce matin vivent ça comme une sorte d'agression personnelle, en se disant simplement, ça n'est pas tant au symbole que l'on a touché, à un mur, une façade, une plaque, mais on a touché à des familles qui sont tristes. Les communes concernées comptent maintenant sur l'aide de l'État pour redonner rapidement tout leur lustre à ces monuments aux morts vandalisés le week-end dernier. Le Venezuela vit actuellement une grave crise économique. Le retour de l'inflation impacte fortement le porte-monnaie des ménages. Pour les économistes du pays, il y a un lien étroit avec la chute des prix dans le secteur pétrolier. Kelly Babo. Juste à l'entrée de sa boutique, Daenerys prend son mal en patience en guettant le premier client de la journée. Ces derniers mois ont été difficiles pour cette commerçante qui exerce ici depuis plus de 30 ans. Alors pour tenter d'attirer la clientèle, elle n'a d'autre choix que de solder quelques articles au plus bas prix. Daenerys ne dépasse pas les 10 ventes par mois contre une trentaine l'année dernière. On met des vêtements en solde, on en offre 3 pour 2 pour attirer la clientèle, mais ce n'est pas pareil qu'avant. J'ai ramené des marchandises en décembre et j'ai encore des vêtements. Au Venezuela, après une légère période de croissance, la consommation baisse de nouveau. Crise, inflation, conséquences de l'embargo et des sanctions économiques internationales, autant de facteurs qui impactent le porte-monnaie des habitants et les caisses des commerçants. Il suffit de se rendre au marché pour le constater. Les allées habituellement bondées sont aujourd'hui désertées. S'il n'y a pas d'argent, vous ne pouvez pas acheter. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Avant ici, c'était un marché où il y avait toujours des gens qui achetaient. Selon les analystes, l'inflation qui a été à un moment donné sous contrôle a regagné du terrain depuis la fin de l'année dernière. Les timides signes de reprise économique commencent à être éclipsés par de nouveaux signes de crise. D'après les informations de la Banque centrale du Venezuela, la consommation représente 68% de l'activité commerciale, soit près des 3/4. Donc avec une inflation de 436%, il est difficile pour toute personne, quel que soit son salaire, de maintenir son pouvoir d'achat. Et toujours pour les experts, cette inflation s'inscrit dans un contexte de récession causée par la chute des prix dans le secteur pétrolier, secteur qui génère le plus de revenus pour le pays. Ces derniers mois, coupures d'électricité, pénurie de carburant et de gaz sont réapparues au Venezuela et principalement dans le centre du pays. La Guyane en route vers une deuxième participation à la Gold Cup. Un vœu que l'on aimerait voir se réaliser ce soir, puisque les Yanadoko vont défier à 23h en match de barrage l'équipe de Saint-Kitts. C'est à Fort Lauderdale, en Floride. Jean-Gilles Assard a suivi la toute dernière journée de préparation. Chaque jour, les nouveaux joueurs des Yanadoko découvrent un peu plus ce que représente la participation à une Gold Cup. Certains en sont à leur première séance de shooting. Première fois, mais c'est bon, on n'a pas de pression. On va s'amuser devant la caméra là-bas. Vas-y, joue. Face à la caméra, il faut non seulement se présenter, mais aussi prendre la pose et décliner sa célébration. La Gold Cup est un produit que la CONCACAF vend à l'instar des grandes compétitions européennes, voire mondiales. Cela passe par une présence sur les réseaux sociaux avec des petites vidéos de jeux entre joueurs ou des défis à relever. On est dans le bain, on sent les joueurs professionnels, on va dire, les joueurs pro de la Guyane, donc on représente le pays comme il se doit. Mais voilà, il y a encore ce match décisif à jouer contre Saint-Kitts que la météo ne permet pas de préparer dans les meilleures conditions. Conséquence, les deux équipes n'iront pas s'entraîner sur le terrain. Elles doivent se contenter de la salle de sport de l'hôtel, ce qui contrarie quelque peu les prévisions du coach des Yanadoko. C'est sûr que c'est gênant, puisque dans la veille, on aime bien travailler tactiquement, on aime bien faire les derniers petits réglages justement pour le match. Il faut s'attendre à quelques modifications du 11 de départ pour un match que les Yanadoko veulent absolument remporter. C'est le match le plus important depuis qu'on est là.
Donc nous, demain, ce sera à nous justement de transmettre le message aux joueurs, de leur faire comprendre l'importance de ce match. Bon, déjà, dès le départ, les gars, on avait l'objectif de se qualifier. Donc maintenant, on est à 90 minutes du bonheur. Donc ce sera à nous maintenant de donner le maximum sur le terrain et démontrer qu'on veut vraiment aller chercher cette qualification. Pour nous, joueurs locaux et même ceux de l'Hexagone, c'est notre Coupe du Monde à nous. Donc je dirais que c'est plus qu'un rêve. En 5 confrontations face à Saint-Kitts, la Guyane enregistre 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Pour disputer la seconde Gold Cup de son histoire, il faudra plus que jamais que nos Yana démontrent qu'ils sont des Doko. Une rencontre que vous pourrez suivre sur nos antennes télé et radio ce soir dès 23h finalement avec aux commentaires Olivier Damon et Thierry Denif. On rappelle que ce match peut être perturbé à cause des conditions météorologiques en Floride aux États-Unis. L'association Amazonie-Guyane de gymnastique annonce sa fermeture faute d'entraîneur. Une mauvaise nouvelle pour de nombreux licenciés. Les précisions sur notre site internet avec cet article signé Ludmilla Lewis. Un salon de thé inauguré aujourd'hui, l'EHPAD Saint-Paul à Cayenne. C'est dans ce lieu, cela fait suite en fait à l'appel à projet de la Caisse nationale de solidarité et autonomie pour la création d'un tiers-lieu ouvert à tout le monde dans les structures médico-sociales. Alors le salon sera ouvert au public extérieur à l'établissement dès le mois de juillet prochain. Alors l'espace convivial installé dans la cour intérieure a été financé par l'ARS et la Caisse générale de sécurité sociale. Les détails avec le chef du projet, Teysan Véro, au micro de Véronique Nison et Abel Parnasse. L'objectif du salon de thé, c'est d'ouvrir les portes de l'EHPAD à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser qu'un EHPAD c'est un mouroir, que les gens y viennent et passent le reste de leur vie et que leur famille ne vient jamais. Bon, voilà. Là, ça ramène les familles, ça rajoute un endroit de vie en plus et puis ça anime le quartier également. Donc ce sont les principaux objectifs et puis nous avons des objectifs gustatifs également. Donc ça va être le fait de pouvoir proposer des choses goûteuses où on va respecter un peu le palais des personnes âgées. On va leur proposer des choses locales. Et vous le remarquez sans doute, à la fin de l'année scolaire, c'est pour très bientôt. Eh bien, au collège Albert Londres de Saint-Laurent-du-Maroni, pas de grande fête ni de spectacle. Le choix s'est plutôt porté sur des ateliers visant à continuer à apprendre. Nous sommes allés voir comment cela se passe. Un reportage signé Terence Moy. Au collège Albert Londres, on lit l'utile à l'agréable. Et l'Espagne, c'est où? La France? La France. En vert. L'Angleterre? Ces élèves de 6e remplissent le mur et les vêtements de peinture pour apprendre autrement. L'utilité, c'est quand on va peut-être faire un contre qui va parler du monde, des pays pour retrouver sur la carte. Mais grâce à ça, on pourra se rappeler où sont les pays et dans les cartes et comment on appelle les pays comme ça. Ce sera presque de la triche alors. Monsieur, non, je sais pas, monsieur. Toute la matinée, de nombreux ateliers sont proposés aux enfants. Ici, la plupart des élèves découvrent la gravure sur calebasse. C'est pas facile, monsieur. J'ai failli me blesser là. Il faut faire comment? Il faut prendre comme ça et puis tu dois tourner comme ça et avancer. L'atelier sculpture attire du monde lui aussi. Il faut savoir tailler le bois, le poncer, le vernir, une première pour eux. Du coup, c'est mieux que l'école parce que à l'école, c'est pas très amusant. Là, vous apprenez des choses? Oui, beaucoup. À l'atelier réalisation de paniers ou bac ici en Bouchenangué, certains enfants sont en terrain inconnu. Malgré tout, il leur reste des choses à découvrir. En plus, c'est une forme que j'ai jamais vue, c'est magnifique. En fait, j'ai jamais vu cette modèle. J'ai vu ça. Ça. Mais ça, j'ai jamais vu. Ça, j'ai vu. Tu découvres des nouvelles façons de faire? Oui. Un peu de calme du côté de la couture et il en faut pour éviter de se blesser en réalisant une pochette au motif coloré. Je savais faire des vêtements pour poupées. Moi, un peu. Qu'est-ce que tu as appris par exemple ce matin? Ce matin, j'ai appris à faire ça et j'étais grave contente. Comme ça, au moins, je pourrais l'offrir à ma mère.
Une matinée ouverte à chaque élève, sauf au 3e, en pleine révision pour le brevet. Je pense que sur le moment, ils s'en rendent pas forcément compte. Mais ça reste quelque chose où ça les marquera dans un bon souvenir d'un moment de fin d'année. Et j'ai l'impression quand même que oui, ça leur apprend des choses concrètes et où ça peut relier des savoirs. Mais est-ce qu'ils arrivent forcément à s'en rendre compte sur le moment? Je ne suis pas sûre. Peut-être plus tard. Cette deuxième édition de la Semaine Autrement se referme sur un cours de danse. L'occasion, selon les élèves, d'apprendre à maîtriser son corps et ses émotions, même face à la caméra. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain dès 5h en radio avec Océlia Cartes et Charlie Torres. L'invité café à 7h15 et Patrice Cataillé, nouveau secrétaire général du PSG, le Parti socialiste guyanais. Passez une excellente soirée et à demain. L'info continue sur les réseaux sociaux.